sur Talents précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvézier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. C'est vraiment instinctif, il faut se faire confiance. Mais ça vient vraiment de ces moments en atelier où on est en train de faire, on commence à explorer la matière, puis on se dit « Ah, ça », et puis tout d'un coup, il y a un glissement, puis on se dit « Ah, c'est sympa ça, ok ». On essaye comme ça, voilà. Catherine est designer textile et sérigraphe. Elle a créé sa marque Shop et fabrique de très beaux objets pour la maison qu'elle vend. Pour cet entretien, Catherine m'a accueillie chez elle, dans sa jolie maison qui sentait déjà Noël. C'est là qu'elle travaille, entre son salon lumineux et son atelier d'artisan, où tout est monté sur roulette. Catherine nous raconte son singulier parcours, qui commence dans un petit village alsacien pour aboutir à Chartres, après un long détour par Paris. Elle nous décrit avec une grande simplicité ses succès, et nous dit que pour réussir, il faut d'abord s'en donner l'autorisation, lâcher prise et se faire confiance. J'adore la façon dont Catherine décrit comment lui vient l'inspiration, cette chose impalpable qu'on parvient à maîtriser avec l'expérience, paraît-il. Nous vous offrons ici une conversation douce et chaleureuse qui lève le voile sur des métiers méconnus. Bienvenue chez Shop et bonne écoute. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci pour ton accueil. Nous sommes chez toi, tu viens de me faire visiter ton atelier. Tu es sérigraphe, c'est ça, j'ai bon ? Sérigraphe et designer textile. Alors, je tiens aux deux parce que sérigraphe, ça tient de la pratique artisanale, mais designer textile, ça tient de tout ce qui est en amont sur la question de production. J'agis aujourd'hui de manière artisanale, mais ma manière de penser est designer. Voilà. C'est une manière de penser, une attitude. Quand je pense à un produit, je pense l'attitude qu'il aura et l'attitude que les gens auront par rapport à lui. Et ça, c'est une pensée designer, pas une pensée d'artisan. Voilà. Tu m'as montré comment on pratiquait, alors en accéléré bien sûr, la sérigraphie. Est-ce que tu peux mettre des mots derrière pour décrire ce que c'est à nos auditeurs ? Alors, en gros, c'est une technique d'impression sur tout support. Alors, on connaît Andy Warhol, les Marilyn Monroe. C'est de la sérigraphie. On va dire, Factory a démocratisé cette technique. C'est une technique qui, à la base, était plus industrielle dans les années 50, qui a été utilisée dans les arts appliqués et les arts. En gros, c'est une technique de pochoir qui permet d'imprimer en série un dessin avec autant de couleurs qu'on veut. Je ne sais pas le nombre de couleurs que contient un foulard Hermès. Je pense que plus d'une trentaine, et c'est de la sérigraphie aussi. Quand on se met à penser à la sérigraphie, il y en a autour de nous. Par exemple, les sacs sur lesquels, les sacs en craft, quand on achète un produit, et la sérigraphie un peu partout. On peut sérigraphier directement sur les boîtes de conserve avec une racle, c'est rotatif. Moi, dans mon cadre, c'est totalement artisanal. C'est un cadre en bois avec une toile de nylon sur lequel on vient fixer un dessin par un principe d'insolation. C'est un peu comme la photo, hein. Et on peut, avec ce cadre, faire une centaine de tirages. Mais en fait, je ne vais pas forcément jusqu'à 100 tirages parce que je m'ennuie avant. D'accord. Tu sais à combien tu t'ennuies ou... Non, pas exactement, ça dépend du dessin. Mais parfois, je dis, oh, c'est bon, là, c'est bon, c'est fait. D'accord. Je dégrade. On change. Très bien. Donc, tu conçois et tu produis des objets pour la maison, oui. C'est ça, que tu vends dans des salons et dans des boutiques, si j'ai bien compris. Et dans des boutiques, voilà.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu designer textile et sérigraphe à Chartres? Alors, mon parcours, c'est depuis l'enfance en fait. Je savais que je voulais faire quelque chose d'artistique ou d'organique. J'avais, à la fin de la troisième, c'était certain, je voulais soit faire paysagiste, soit étudier les arts appliqués. Je me voyais pas du tout dans les filières ou scientifiques ou littéraires. Et puis, ou entre deux, je me voyais encore moins. Donc je me suis dit, bon, bah c'est ça ou rien. Et ça a été ça. J'ai été prise parce qu'en fait, j'ai étudié dès le lycée les arts appliqués. J'étais en, comment on appelle, en F12 arts appliqués. Et dès la seconde, on apprend l'histoire de l'art, tout ça. J'étais à l'internat à Strasbourg. Ensuite, quand on prend ce chemin-là et qu'on va jusqu'à la terminale, on est obligé de... Enfin, ouais, c'est un métier de passionné, quoi. On est obligé de continuer. Et enfin, moi, je me voyais vraiment là-dedans. Et j'étais dans un lycée qui avait une orientation archi. Et j'avais des profs adorables, mais qui me disaient, Catherine, l'architecture, c'est pas ta manière de penser. Et j'étais là, oui. Un jour, il y avait une nouvelle prof qui me dit, non, mais je te verrais trop dans une école de mode à Paris. Alors moi, il faut savoir que je viens d'un village de 700 habitants. Je suis fine-agriculteur. Pareil, ça m'a vraiment fait peur, quoi. Je me suis dit, mais non, il y a trop de monde, tout ça. Et puis, de toute façon, j'ai pas de niveau, j'y arriverai jamais. Et puis, tout le monde veut faire ça. Et puis, je suis trop jeune. Et puis, voilà. Bon, au moment de déposer les dossiers, avec des copines, en fait, on se motivait et puis on s'est laissé le droit de postuler. J'ai postulé un peu partout et finalement, j'ai été prise. Et alors, j'étais là, mince, je suis prise. Parce que en fait, il y a qu'une section enfin, à l'époque, il y avait 2 sections de textile à Paris. D'autres sections, mais c'était dans le public, c'est rare. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, c'est quand même ce que j'ai vraiment envie de faire. J'hésitais entre le stylisme ou le textile, parce que textile, c'est notre approche. Et je me suis dit, bon, ben, je suis allée voir mon père, et je dis, je suis prise. Et puis j'ai appelé, et je suis prise. Mon père me dit, mais t'y vas? Ok. Ils sont ok. Donc c'était après le bac, ça, c'est ça? Après le bac. Et donc j'ai continué mes études supérieures là-dedans. C'est un parcours assez droit, quoi, finalement. J'ai juste à chaque fois précisé là où je voulais intervenir, quoi. Il y avait des entretiens au préalable, etc. Et vraiment, j'avais peur. J'avais vraiment peur de pas être... Enfin, à l'époque, j'étais venue à Paris une journée, enfin, non, 2 jours. J'avais fait tous les écoles parisiennes, postulé et j'étais en auberge de jeunesse et j'étais persuadée que tout le monde était meilleur que moi, que j'y arriverais jamais. Mais je dis, bon, bah, tant pis, j'essaye, tant pis. Et franchement, ça s'est super bien passé. Tu passes devant un jury de 3 personnes et on a vraiment rigolé. Et ça, c'est d'actualité. J'avais un gros sujet sur les seniors et c'était il y a 20 ans. Enfin, on parlait pas encore vraiment de baby boomers, mais j'ai en fait, dans 20 ans, les seniors qu'on a aujourd'hui ne sont pas ces seniors-là et il faut faire des trucs fun. Voilà. Et donc, mon approche les avait fait marrer. Et voilà, je pense que c'est comme ça. Parce que sinon, je sais pas comment, c'est de la chance. Et puis, donc, termine le cursus dans cette école-là. Puis, on se fait tout un réseau, hein. Plus tard, on va tous travailler dans la mode, le textile. Et je termine mon cursus par un master multimédia. Et voilà. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je me vois pas directement rentrer dans une entreprise. J'avais fait des stages. En fait, on commençait déjà à travailler un petit peu à côté. Quand on était à l'école, les vacances, on prenait les dossiers et puis on dit, comment on doit faire pour faire une facture? Voilà, tu vas à la maison des artistes ou tu vas... Ok, bon, c'est comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Et tu es restée à Paris quelque temps? Alors, je suis restée à Paris 12 ans. J'ai travaillé pour les bureaux de tendance principalement. Des bureaux de tendance qui travaillent dans la prospective en mode. Donc, la prospective forme, couleur. Pour les Galeries Lafayette, le bureau de style des Galeries Lafayette, le bureau de style dans le domaine du bijou pour Swarovski. Parce qu'en fait, les démarches, elles sont identiques
de recherche et d'inspiration. Quel que soit le produit fini, tu veux dire? En mode, oui, D'accord. quand même. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé dans mes expériences. Hein. Et on part toujours d'un esprit, d'une image pour aller vers un produit. Une attitude, enfin, pas forcément, on n'est pas sûr forcément une étude de marché, c'est encore plus en amont. C'est plus inspirationnel. Ensuite, j'ai travaillé au studio Lacoste aussi, en tant que designer textile, pour l'homme, la femme, l'enfant. Et je m'occupais de décliner le crocodile dans toutes ses versions. Et autant dans les versions aussi qu'on ne connaît pas, pour les marchés étrangers, la gestion des freelances, aussi tout ce qui est de l'ordre du packaging, de l'étiquette. Enfin, le textile, c'est un domaine qui a un delta énorme. Voilà. Qui va bien au-delà du vêtement ou du sac, ou c'est ça? Voilà, c'est ça. On n'est pas juste sur une couture, une finition. Quand on est designer, on englobe beaucoup de choses. Et puis Et puis alors d'autres choses. Ah oui, alors on n'est même pas encore à Chartres, pardon. Raconte jusqu'au bout. C'est pas fini. Et donc, du coup, travaillant, 10-12 ans dans la prospective, et j'ai fait une école où vraiment on était dans le textile. On était dedans, mais à fond. C'est-à-dire que c'était l'école de la patouille, on tricotait, on tissait, et vraiment c'est des souvenirs, mais d'exploration de dingue. Et ce côté exploration m'a manqué en fait. On va pas si souvent faire du suivi de produits. On lâche une maquette sur juste un papier A4. Ce qui est très différent d'un textile. J'imagine, oui. Il n'y a pas le geste, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le toucher, quoi. Il n'y a pas le toucher. C'est mon côté très, plus sensuel, quoi, sur la matière. Et c'est un aspect qui me manquait. Et donc, du coup, j'avais un peu de creux dans mes périodes de freelance à un moment. Enfin, je travaillais sur des saisons et puis, il y a des moments où je pouvais faire des choses pour moi. Parce que, j'aime bien creuser, je suis créative, tout ça. Et je me suis dit, je voudrais continuer la sérigraphie, c'était vraiment un coup de cœur. De manière juste en synchronie, j'avais une copine qui avait installé son atelier à Strasbourg, qui m'a dit, ouais, alors il te faut ça, 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 ça. Donc j'avais tout, je savais ce qu'il me fallait. Et j'ai cherché à m'installer à Paris. Et là, je me suis dit, c'est trop compliqué, juste pour quelques mois par an. C'est trop compliqué, trop cher. Voilà. Mon compagnon habitait Chartres. Et on y revenait souvent. Et là, je me suis dit, j'ai qu'à prendre un atelier à Chartres. Et c'est comme ça que ça a démarré. Avec du matériel d'occasion et juste la volonté d'explorer pour soi. Voilà. Alors au départ, on se dit, je vais essayer un petit marché créateur, ça va être sympa, tout ça. Puis, ça marche. J'aime bien, vraiment, vraiment, j'aime bien, quoi. Il y a un truc. Et puis là, on est mordu, en fait. D'abord, j'avance par l'intuition. Et ensuite, je me mets à réfléchir à ma position, ma posture. Et ce choix, en fait, je l'ai fait peu après arriver à Chartres. Donc, Chartres, il y a eu deux raisons qui m'ont poussé hors de Paris. La première, elle est d'ordre familial. La famille s'est agrandie. On habitait à Paris. On était tous les deux parisiens. On est de la génération des gens qui télétravaillent. Et on s'est dit, moi, je viens d'un village avec beaucoup de verdure, un jardin, tout ça. J'ai un terrain agricole fort à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, allez, j'y vais. On a besoin de nature, là, vraiment. Et je savais à quoi m'attendre puisque je viens de... Enfin, Chartres, c'est la ville pour moi. Mais je suis entrée d'une ville. C'est la ville, c'est la grande ville, bien quoi. Sûr. Et donc, on y va. Et on a emménagé à Chartres pour la raison familiale et le besoin de liberté aussi dans notre vie freelance. Pourquoi on supporterait la petitesse d'un appart parisien alors qu'on peut être loin et là assez vite. Donc on a fait ce choix là. Et puis c'était pas qu'est-ce qu'on risque finalement? Pas grand chose. Voilà comment je suis venue à me poser la question, à choisir le nom. Il m'est venu mon nom de ma marque, en fait, il m'est venu un peu... Il y a un moment où on m'a dit Schneebelen, c'est pas possible. Hein.
Ton nom de famille, c'est Ah ça. oui, Google est pas copain. C'est trop compliqué jusqu'à la fin, schneebelen.com. Catherine Schneebelen, ouais. C'est très beau, hein, mais c'est compliqué. Et donc, on m'a demandé, on dit, comment tu ferais pour le raccourcir? Voilà, les premières lettres, SCH, j'aime bien, et puis hop, voilà, et puis c'est devenu shop. J'ai fait un petit tour, et puis un petit tour d'horizon de mes copains à qui je pose ces questions-là. Il y en a pas beaucoup. Et ils m'ont dit, ouais, ok, c'est génial, vas-y. Et c'est comme ça. Ça s'est transformé à ce moment-là. Et après, il a fallu dire ce que j'avais envie de faire, vraiment. Il y a différentes manières d'être designer, maker, artisan. Et donc, après, je me suis posé ces questions-là. D'abord, j'ai fait, et ensuite, je me suis posé les questions. Et après, je me suis dit, ah ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est le choix que je veux faire, ouais. Mais en fait, je l'avais déjà fait. D'une manière, normale, naturelle. Tu as mis des mots dessus après, quoi. Voilà, c'est ça. Les gestes que tu m'as montrés tout à l'heure, la sérigraphie, ce sont des choses que tu as apprises à l'école, que tu as apprises après? Alors, j'ai appris à l'école. Voilà, on avait un cycle en sérigraphie où on avait un atelier à dispo le samedi. Donc, tous les samedis, on y était. C'était un peu la bataille. On avait un petit bout chacun. Et j'ai été tous les moments où j'ai pu y aller, j'ai été. Et après, en fait, ma coloc, elle était plus tournée vers la sérigraphie papier et la typographie. Une fois qu'on sort de l'école, on n'a plus accès à ces trucs magnifiques. Les matériel. Voilà. C'est compliqué de se fournir. Et puis, la sérigraphie, ça nécessite de la place. Ça fait de la saleté, tout ça. Le matériel, faut nettoyer après, tu m'as montré. Ouais, voilà. Faut de l'eau. Faut de l'eau. Ben, j'ai commencé quand même dans ma salle de bain à Paris, quoi. Bah, au bout d'un moment, au bout de quelques tâches à manquer, j'ai lâché. Mais je dis, ah oui, et puis j'allais dégraver dans des stations de nettoyage de voitures. C'était quand même... il y a un moment, je me suis dit, faut que je m'autorise à avoir de la surface parce que je crois que c'est le moment où, quand j'ai dégravé, il y avait un monsieur, c'était dimanche, qui était tout propre, qui lavait sa voiture et en fait... J'étais j'avais besoin d'appuyer mon cadre contre quelque chose et en fait, je vais karcheriser les pieds, quoi. Et ça lui a pas plu. Mais en fait, il pensait que c'était un mec qui lavait sa bagnole. Et quand il m'a vu, il y a des espèces de paravents comme ça. Et quand il m'a vu, il s'est complètement dégonflé. Enfin, et aussi, j'avais ma tête, je disais, oh, pardon, excusez-moi, je voulais vraiment pas. Et voilà. Et donc, je me suis dit, non, faut que j'arrête d'aller rincer mon cadre à la station lavage de Ivry. C'est n'importe quoi. Je bricole. Voilà. Donc, au système D. Puis, après, mon ami m'a donné plein d'autres savoir-faire que j'avais pas développé à l'atelier parce qu'en fait, quand on a un maître, il a ses trucs et il vous donne ses trucs. Et quand on va ailleurs, il y a d'autres maîtres qui ont d'autres trucs et j'ai appris plein de choses, plus dans l'univers du DIY, de la débrouille. Et donc c'est comme ça que j'ai continué. Et puis après, moi, je me suis la question aussi de l'innovation, c'est un truc pour moi, c'est un truc du quotidien, quoi. C'est genre je le fais comme ça. Si je rajoute une cale ici, je gagne 10 minutes ma journée, quoi. Et c'est comme ça que moi je pratique aussi tout le temps, c'est-à-dire qu'on s'affine en fonction qu'on fait. Voilà, il n'y a pas d'autres moyens. Il faut faire. Ce podcast s'intéresse aux réussites professionnelles. Alors c'est toujours un mot qui fait un peu peur, enfin qui peut faire peur. Réussite au pluriel. Comment tu définirais, toi, la réussite ? Alors moi je pense que je vais plutôt me la définir et après... je trouve que quand on commence à la fantasmer, ça devient un peu dangereux. Je veux dire, la réussite pour moi, c'est juste un équilibre. C'est un équilibre entre ce qu'on a envie de faire et comment les gens le reçoivent. C'est-à-dire que d'être compris simplement, en fait, c'est « Ah, j'ai un message, ils l'ont compris, c'est OK. Et je peux en vivre. Je peux être prospère grâce à ça. » C'est juste ça pour moi, la réussite. Comprendre ce message, c'est juste être une posture de designer ou d'auteur. Et déjà, ça, c'est beaucoup. Parce que
pour avoir travaillé dans des entreprises où, en fait, je me suis rendu compte que j'ai travaillé parfois pour des clients qui m'ont jamais comprise. Et pourtant, je les comprenais eux, mais eux m'ont jamais. Et pour moi, là, on n'est pas dans la réussite. Ça, il y a aussi beaucoup de valorisation pour moi dans la réussite. Et ça n'a rien à voir avec qui. C'est une question de comment on le reçoit. Voilà. Alors justement, dans ton parcours à toi, qui est multiple, qui est divers, si je te demande de penser là à un moment ou une période où tu as connu cette réussite-là, cet équilibre que tu décris était là, à quoi tu penses? Est-ce que tu penses à un événement particulier ou à quelque chose, une réalisation particulière? Ouais, mais ça n'a rien à voir avec ma carrière. En fait. C'est pas grave, si tu as envie de partager. Ça va voir. Je crois que c'est un moment où j'ai réussi. C'est aussi un moment où des personnes ont vraiment douté de moi. Et c'était mon permis de conduire. C'est vrai. Je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus tétanisé. Parce que tout le monde dans ma famille ont eu presque le permis à la campagne. Il faut avoir, le permis, c'est une question de survie. Ouais, j'ai fait la conduite accompagnée, tout ça. Et j'avais un moniteur qui vraiment me faisait perdre tous mes moyens. Et j'étais programmée pour passer mon permis parce que bon, au bout d'un moment, j'avais fait assez d'heures et que bon, j'étais dans les critères. Et il m'a dit, mais tu y arriveras jamais. C'est bien. Il s'est motivé, je pense. Ouais, voilà. Et on a fait le truc et en fait, je l'ai eu du premier coup. Et juste parce que, en fait, j'étais moi-même, quand c'était dangereux, j'ai fait attention. Et même si j'ai raté mes manœuvres, je les ai bien ratées en faisant bien attention. Et donc, voilà. Mais moi, c'est bête, hein, quand on me dit réussite, c'est un moment comme ça. Enfin, j'ai eu des moments où, j'ai eu mon diplôme avec félicitations du jury. Ouais, j'avais, je sais pas, ils étaient 18 professionnels, plus l'équipe pédagogique à mon diplôme. Bah, ça viendra en deuxième, quoi. Les domaines dans lesquels j'ai été, peut-être je me dis, qu'est-ce qui vient après? Peut-être que je célèbre pas assez la réussite. Je pense que c'est un de mes défauts. Parce que tu t'estimes que t'es pas encore arrivé, c'est ça? Oui, voilà. Je suis toujours en chemin. Ouais. C'est sûr qu'avec ton travail créatif, c'est jamais terminé, j'imagine. C'est jamais fini. C'est un côté aussi perfectionniste. Moi, la réussite, souvent, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment quand on se sent proche de l'échec. Il y a un moment où je dis, ah là là, mais sinon, je vais toujours bosser pour me mettre dans les conditions de la réussite. Mmh. Et ça fait partie de se dire, oh, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se mette en prod. Voilà, il faut faire ça. Après, on n'a pas tous les talents, forcément. Et il y a des talents qu'on a plus du mal à aller chercher. Ou faut aller chercher à l'extérieur. Ça, c'est les choses que j'apprends aussi. Alors revenons à ce permis, à ce jour où tu as passé ton permis de conduire. Qu'est-ce que tu es allé chercher là justement toi pour réussir? Comment t'as fait? Ouais, une énergie profonde. Je peux pas te dire exactement. Je crois que c'est un des moments où, ouais, pareil, j'ai vachement stressé. Et puis à un moment, j'ai dit, bon, on s'en fout, on y va. J'ai lâché cette chose qui peut te paralyser quand le trac, tout ça. Mais j'ai jamais ni fait théâtre du truc. Donc ces choses, je les connaissais pas. Puis parler en public, c'était des choses qu'on nous a appris aussi quand on était à l'école. Pouvoir parler de son travail, ça faisait partie de notre formation. Après, je t'embête plus avec ton permis, mais je pense que tout le monde, ça résonne chez plein de gens. De toute façon, on a tous, ou presque tous, le permis, on sait que c'est une épreuve. Est-ce que tu dirais que tu t'es autorisée à réussir ce jour-là? Oui, je me suis autorisée à réussir. Et je pense qu'il y avait un truc aussi, c'était un prof hyper misogyne. Et je pense que ça m'a foutu en rogne. T'as révolté, quoi. Ouais. Et dans un premier temps, j'ai été complètement troublée. Et puis après, je me suis dit, non, mais. En fait, c'était une victoire aussi avec sa femme, parce que sa femme qui avait aussi l'auto-école, a dit, oh, mais tu l'as eu?
en disant bon bah c'est bien fait pour lui. Ça lui apprendra. Ça lui apprendra. Donc voilà, c'était une victoire aussi dans le spectre de sa famille, je pense. Et il a changé de métier après? Non. Je pense qu'il est parti. Je pense qu'il était temps qu'il parte à la retraite. Voilà. Je pense qu'il est à la retraite depuis un bon bout de temps. Ça fait longtemps. Très très longtemps. Je trouve, même avant le bac, tout ça, le bac pour moi, c'était normal, tout ça, mais c'est cette espèce de truc de choses que tu dois passer, que si tu l'as pas, mais t'es bloqué, quoi. C'est ça. Je me suis sentie, je dis, ah là là, si je l'ai pas, je suis bloquée, quoi. Je savais que je partirais peut-être, je serais plus dans la région, tout ça. Donc je l'ai eu comme ça. Oui, et puis je pense qu'il y avait de l'attente aussi, du côté de ma famille. Tout le monde a dit, oh, on reçoit son permis facilement, tout ça. Et moi, oh là 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 là, je savais les cours et tout. Mais voilà. Maintenant, j'adore rouler. Mais en fait, en plus, j'adorais rouler et j'avais aucun problème avec ça. Et c'est juste quelques jours avant où il m'a déstabilisé, quoi. Je me sentais légitime de l'avoir. Et là, il me dit, non, mais il a tout utilisé pour me faire perdre les moyens. Et finalement, ça a marché un moment, mais pas sur le point final. Voilà. Tu travailles, je pense, beaucoup seul dans ton atelier. Tu disais que tu déléguais des choses que tu ne savais pas faire aussi. Donc, tu es quand même amené à faire des choses à d'autres ou à travailler avec d'autres gens. Est-ce qu'il y a, chez ces gens-là avec lesquels tu travailles, des comportements particuliers que tu recherches? Ah oui, évidemment, c'est le soin et l'exigence. Et je trouve que quand on fabrique des objets, et on peut en fabriquer plein, la planète en fabrique plein, plus on y met du soin et de l'attention, plus ils ont une durée de vie longue. Et juste simplement, hein, un objet où les finitions sont pas terribles, bah, il va se découdre plus facilement. On va dire, ah non, bah, j'ai pas de machine à coudre, bah, tant pis, je le jette. Ou tant pis, ou au mieux, il ira dans une benne relais. Voilà. Ouais, l'attention, c'est hyper important pour moi. Et ça m'est arrivé de travailler avec des gens qui en avaient moins que moi ou pas à ma hauteur. Et ça a été très difficile pour moi de me dire, ah là là, c'est pas possible. Ils se rendent pas compte. Et moi, c'est important. Voilà. Et c'est quelque chose que tu vois vraiment? Tu vois le soin qu'apporte un objet ou comment tu décèles ça en fait? Bah justement, c'est l'expérience qui le décèle. Et donc, c'est difficile de savoir avant. Après, il y a l'intuition. Et en général, quand je l'écoute pas, c'est pas bien. Mais le premier truc, c'est l'intuition. Le deuxième, c'est l'expérience et le constat. Parce qu'on peut penser qu'on est quelque chose, mais les choses parlent pour nous, pour moi. Enfin, le résultat est là pour voir la manière dont on a amené l'objet à sa finalité, quoi. Mmh. Puis c'est complètement en résonance avec ton cheminement où tu t'es éloigné de ce monde que de design et que de prospective pour revenir justement au toucher et à l'objet. Donc tu vas pas faire les choses mal. Maintenant que tu es là-dedans, tu fais les choses bien. C'est complètement voilà. différent. Et c'est mon piège aussi, hein, d'être perfectionniste. Donc du coup, c'est ça, c'est cette souplesse en fait. Quand on est seul, il faut être souple. Mais il y a des moments où on aime bien cette personne en fait. Mais en fait, elle a pas assez de soin. Ça n'a rien à voir avec l'affect qu'on peut avoir ou avec quelqu'un. Tu es souvent seule dans ton travail, dans ton atelier? Alors, vu que je travaille avec mon ami à la même un statut d'indépendant aussi et qui travaille aussi à la maison, je me sens pas seule, vraiment pas. Vraiment pas. Et en plus, je travaille aussi avec d'autres personnes d'un point de vue plus stratégique sur mon avancée de personnel et pro, donc plutôt professionnel d'ailleurs, des personnes qui travaillent aussi chez elles. Donc on se fait un point sur voilà, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, comment tu as avancé, quelles ont été tes difficultés. Donc en fait on est un réseau et j'ai plein de personnes qui sont dans la même démarche que moi et on s'appelle. Et pour moi ça fait partie de ma vie d'atelier. Tout seul dans ma grotte là, je peux pas. Mmh. Mmh. C'est pas pour ça, c'est pas ce que je suis venue chercher. Je suis venue chercher de la liberté de l'espace, mais pas de l'isolement. Seul, il y a des moments où c'est vrai, on avance bien seul, mais parfois un bon conseil,
ou une orientation pour développer juste ce point-là à ce moment-là et lâcher le reste, c'est bien. Justement, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent dans ta vie professionnelle? Des gens que tu côtoies ou pas, d'ailleurs? Alors, des gens qui m'inspirent, j'en ai... Je pense que c'est plus pas vraiment directement dans ma vie, j'ai pas, dans l'ordre du mentor. C'est plutôt des démarches ou des gens ou des artistes qui m'inspirent. Ou des chercheurs qui m'inspirent. Et ça peut... Et c'est pas... Alors, c'est assez bizarre parce que c'est pas forcément que dans le domaine des arts appliqués où c'est juste une attitude, quoi. C'est dire, ah oui, en fait, tu vois, il a commencé comme ça, et puis voilà comment il a développé son truc, comment il a lâché à ce moment-là, comment il est revenu. Parce qu'en fait, je sais pas, le chemin n'est pas droit, en général. D'accord, des cheminements en fait. Des cheminements, voilà. Professionnels et Après, personnels. je dissocierais moi les inspirations en termes esthétiques des inspirations en termes de choix de vie. Et en fait, celle qui quand j'entends inspiration, c'est ça qui m'inspire. Ouais, je comprends. L'esthétique, après, j'ai un langage et je vais épuiser des sources dans mes références et puis après et en fait on sait pas vraiment d'où ça vient. C'est parfois ça me tombe dessus comme ça, une idée, un truc. Je me dis j'ai fait ça, pourquoi? Quand on feuillette ces archives. Voilà. Ouais, c'est pas aussi rationnel, quoi. C'est pas. Non. Ouais. Non. C'est vraiment instinctif. Il faut se faire confiance. Mais plus on arrive à driver ça en disant bon bah ok, aujourd'hui le canal inspire, on se laisse est fait, c'est bon. Mais ça vient vraiment de ces moments en atelier où on est en train de faire, on commence à explorer la matière, puis on se dit ah ça, et puis tout d'un coup il y a un glissement, puis on se dit ah c'est sympa ça. Ok. On essaye comme ça, voilà. Ou c'est vraiment un jeu entre de l'exigence sur des choix de matériaux, un dessin et comment il s'adapte, voilà. Et c'est ça. Tu disais tout à l'heure que ce sont des choix de vie qui t'inspirent. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces choix de vie ou ces façons de vivre? C'est ces choix qui font qu'on se sent confortable dedans. C'est qu'on se dit, au moment où on se dit, ah, super, ah, je trouve que c'est chouette la manière dont il a vécu sa vie, dont l'énergie qui s'est dégagée, comment il a géré sa vie perso aussi. Moi, ça m'intéresse aussi. Comment le quotidien, en fait, c'est ce qui m'intéresse. Parce que vu que je travaille chez moi, j'ai besoin d'une espèce de routine quotidienne. Et je pense que c'est de cette routine que naît la créativité. C'est cette routine qui fait que tous les jours, on bouge un peu. Et finalement, c'est ce qui fait qu'en général, les gens ils se disent « Ah ouais, elle bouge ». Mais en fait, nous, on se rend pas compte qu'on bouge tous les jours un peu et que voilà, on fait notre truc. Mais, et qu'on avance, pardon. C'est ce qui fait qu'on avance et qu'on réussit. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie professionnelle? Ouais. Alors, c'est un ouais de Jones, mais ouais. Vas-y. Tout à fait. En fait, le travail, c'est 70% d'humain, d'émotion. Et quand on arrive et qu'on a fait une école et tout ça, on se dit, ah, c'est que du talent et de la stratégie et des idées. Ben non. Je suis dans une sphère de créativité intense. Par exemple, la mode ou la maison. Enfin, la maison l'est moins, mais du moins, j'ai évolué dans la mode. Et en fait, on travaille avec des personnes qui ont des égos créatifs. Et ça, on le sait pas. On se rend pas compte. On se rend pas compte des enjeux. Et que ça a des enjeux stratégiques professionnels. Que, en fait... c'est hyper important d'être OK, d'être à l'aise, de communiquer. Et ça, on ne sait pas, je trouve. Après, il y a plein d'autres choses, mais ce truc-là, après, je pense que c'est difficile de se dire de l'apprendre avant, mais
Parce que finalement, c'est la confiance en soi qui fait qu'on est OK en rentrant ou pas dans une entreprise et on prend des initiatives. Mais on a un peu l'impression que quand on sort de l'école, tout d'un coup, on va te chercher juste parce que tu as du talent, en fait. Ben, il faut que tu le lises, il faut que tu en parles aux bonnes personnes et il faut que tu les froisses pas. Et puis voilà. Tout ça, je trouve que c'est des choses qu'on n'apprend pas, qu'on découvre un peu. Et justement, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui entre sur le marché du travail, peut-être après avoir suivi la formation que toi tu as suivie, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je suis tous les ans jury de BTS. Ça fait partie de mes missions aussi. Enfin, je trouve d'être professionnelle et d'être à l'écoute. Et je suis très très curieuse. Je leur dirais, faites-vous confiance. C'est tout. Et je leur dirais de travailler ensemble. C'est hyper important. On y arrive ensemble, pas tout seul. Voilà. Tu parlais du réseau sur lequel tu t'appuies tout à l'heure. Comment tu les as rencontrés, ces gens-là ? C'est toi qui allais vers eux ? Dans le cadre de mes formations. C'est un réseau très fort. Et puis finalement, d'un client, on rencontre quelqu'un. Enfin, en général, moi, les clients sont devenus des amis. Puis, vu ils ont des amis, j'ai eu d'autres amis et ça devient des clients. Et ça devient des amis. Et voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, ça a avancé pour ma part. C'est un peu fort, en rayon, quoi. Réseau, à l'école. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de tes aventures professionnelles et de ce joli parcours ? Encore de la réussite. Voilà. D'accord. Et de la souplesse. Après, de la confiance. Et je pense qu'après, le reste, c'est mes ingrédients. Mais je pense que c'est les choses dont on a besoin. Quand on part à la recherche ou quand on a une passion. C'est mon cas. De la souplesse dans le sens d'accueillir ce qui vient, c'est ça ? D'accueillir ce qui vient et de pas être déçu de ce qu'on pensait super et ce qui n'est pas, en fait. Voilà, ça fait partie du truc. Il n'y a que l'expérience qui nous le dira. Ou la curiosité, mais on peut pas savoir à l'avance. On peut pas savoir comment ça va se passer. Donc c'est ça. Parce que quand on est trop déçu, ça met en jeu ce qu'on fait, ce qu'on aime, et quand on se met à plus aimer ce qu'on fait, là ça c'est pas top. Ça irradie tout. La famille, nous, notre vie pro, perso. Donc voilà, faut être souple. Faut accueillir aussi ses échecs. Et c'est hyper important pour réussir, parce qu'en fait, plein de fois, on se plante, on se dit « Ah ouais, mince, c'est ça qu'il faut faire. » Ah non, c'était pas ça, voilà, tant pis. Écoute, un grand merci à toi pour ton accueil et pour ce partage. De rien. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. À bientôt!